Ce podcast vous est proposé par la plateforme Livy. Bonjour, je m'appelle César Ancel-Enseigne. Je suis médecin généraliste et urgentiste. Vous êtes sur le podcast Patient, saison 2. Bienvenue dans Parole d'expert. La semaine dernière, avec Fanny, nous avons parlé de stress post-traumatique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Vincent pour compléter ce témoignage. Bonjour Vincent, je suis très content de t'accueillir. La semaine dernière, j'étais avec Fanny qui nous a raconté en détail son histoire. Et naturellement, dans la conversation est arrivé ton nom et la structure pour laquelle tu travailles, qui s'appelle Baptismed. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Bonjour César et merci déjà de m'accueillir. Alors oui, moi je m'appelle Vincent Meurice, j'ai 47 ans. Je vis en Guadeloupe puisque notre technique Baptismed passe par la plongée sous-marine, donc la Guadeloupe c'est idéal pour ça. Mais originaire du nord de la France, donc je suis moniteur de plongée, gérant d'un centre de plongée, mais je suis aussi sophrologue et préparateur mental sportif. Et avec mon collègue et ami Frédéric Benetton, on a confondé ensemble Baptismed, qui est une méthode à visée thérapeutique, on ne va pas dire thérapeutique à part entière, mais à visée thérapeutique pour les différentes pathologies du stress, en l'occurrence le stress post-traumatique qui a été notre première cible et qu'on a étudié depuis 2017. Alors justement, est-ce que tu pourrais nous parler de ce protocole Baptismed ? Alors le protocole Baptismed, c'est une histoire assez marrante en fait, qui a commencé en 2015 lorsque mon associé et ami Frédéric Benetton a publié la première étude clinique sur les bienfaits de la plongée. Disons que historiquement, on a toujours publié sur les risques reliés à la plongée. Encore maintenant, des gens pensent que la plongée c'est très très dangereux, ce qui n'est pas tout à fait le cas en fait. C'est même plutôt très sécure comme activité. Mais on a beaucoup publié sur les effets potentiellement néfastes de la plongée et rarement sur les effets positifs. Et donc Frédéric Benetton a été le premier en 2015 à publier dessus suite à un burn-out. Frédéric Benetton, c'est un ancien élève de Polytechnique qui a fait un burn-out relativement sévère dans le milieu de la banque et qui, à l'issue du burn-out, qui finalement l'a obligé, on va dire, à sortir de ce genre de milieu. Et pendant sa période de récupération, il s'était rendu compte qu'au final, quand il partait en vacances plongées, il récupérait mieux et plus vite que s'il allait faire du ski ou de la randonnée en montagne ou d'autres sports de ce type-là. Et pour le coup, il s'est intéressé à la question en passant un master en physiologie du stress et il a publié sur les premiers effets bénéfiques de la plongée. Alors là, à l'époque, on parlait de plongée classique, c'est-à-dire juste effectivement aller sous l'eau, explorer, voir la mer, les poissons, le récif. Et l'étude a été plutôt assez étonnante puisque effectivement, elle a démontré que les gens avaient des meilleures capacités de gestion du stress et que ça avait tendance à perdurer dans le temps. Et que ces capacités de gestion, en fait, étaient meilleures que les capacités de gestion qu'on allait développer via les autres sports, même si on sait très bien que le sport, ça fait du bien. Donc ça, c'est en 2015. C'est quelqu'un qui plongeait chez moi, qui a eu plongé chez moi plusieurs fois. Et moi, à l'époque, hasard ou pas, j'étais en train de passer mon niveau de sophrologue, en fait. Et j'étais en train d'étudier en fait des techniques. J'avais mis en place des techniques de sophrologie dérivées sous l'eau, parce que je m'étais rendu compte qu'au final, lorsque je pratiquais la sophrologie sous l'eau, j'évoluais plus vite que lorsque je pratiquais la sophrologie en surface. En fait, quand vous devenez sophrologue, on vous oblige finalement à pratiquer tout seul, à faire vos séances de sophrologie, méditation. Et donc en surface, finalement, c'était moins pertinent que ce qui se passait sous l'eau. Et là, je me suis dit, pourquoi pas tenter avec des clients que je connaissais très très bien et dériver ces exercices de sophrologie et de préparation mentale sportive, en l'occurrence, sous l'eau et voir l'impact que ça a. Donc pendant un an, quelque part, je menais des tests un peu personnellement de mon côté avec des clients que je connaissais très très bien. Et donc c'était assez concluant et la conjoncture a fait que pile au moment où Frédéric Benetton publiait, finalement, on s'est retrouvés tous les deux en Guadeloupe, comme ça, on va dire sur le coup du hasard, et on s'est dit, il faut faire quelque chose. Vincent, on va rentrer un peu plus tard dans le détail du protocole. Juste avant, j'aimerais bien qu'on parle un peu de sophrologie, parce que tu es sophrologue. Est-ce que tu peux expliquer aux personnes qui nous écoutent ce qu'est la sophrologie ? Alors la sophrologie, c'est une technique, on va dire, de relaxation dynamique. C'est des techniques qui ont été créées par le professeur Alfonso Caicedo il y a plus de 40 ans de ça, il y a très longtemps. Et qui était un neuropsychiatre qui travaillait principalement en France et en Espagne.
qui étudiait à l'époque les phénomènes de la conscience et qui essayait de guérir les gens en hôpital psychiatrique par le biais de l'hypnose ou d'autres techniques comme la psychothérapie, la psychanalyse. Et toujours est-il qu'il s'était rendu compte de certaines limites. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il a fait un voyage en Orient pendant à peu près 4 ans. Et il s'est inspiré des techniques de yoga, de méditation, de bouddhisme, de zen japonais en l'occurrence aussi, pour créer des techniques qui soient adaptables au milieu plutôt occidental. Il y a un côté très scientifique, très thérapeutique. C'est ce qui la diffère peut-être le plus avec la méditation de pleine conscience, où en général, les gens vont être plus dans une sorte d'acceptation, de lâcher prise, alors que la sophrologie a une visée presque plus, contrôlée, à visée thérapeutique. Même si on peut faire de la sophrologie uniquement pour méditer. Il y a beaucoup de techniques en sophrologie, et c'est pas quelque chose qui date d'hier, et maintenant c'est plutôt assez bien connu en Europe. Pas encore beaucoup finalement sur les milieux, sur les zones américaines. Mais en tout cas en France et en Europe, c'est quand même beaucoup utilisé. Ouais. Ok, très clair. Dis-moi, est-ce que tu peux essayer de nous synthétiser le protocole BATIS-MED ? On a bien compris qu'il s'agissait de plongée, qu'il y avait une utilisation associée de techniques de sophrologie ou de techniques de psychothérapie. Est-ce que tu peux me résumer comment ça se passe ? C'est un protocole qui va se dérouler en gros en une dizaine de plongées. En général, pour l'instant, sur les études cliniques qu'on a menées, c'est toujours une dizaine de plongées. Et dans ces dizaines de plongées, on va permettre aux gens de travailler sur 3 domaines différents. Il y a une première partie qui est très tournée sur le corporel, c'est-à-dire la gestion du stress pur, d'un point de vue physiologique. Donc, mieux maîtriser ses sorties d'émotions, la tension musculaire, le rythme cardiaque. Une deuxième partie qui va être très portée sur justement les capacités mentales, attention, concentration, contemplation. Et une dernière partie sur laquelle on fait une sorte de liaison avec tout ça, où on complète le protocole avec une sorte de lâcher-prise général et plus tourné vers ce qu'on appelle la pleine conscience, c'est-à-dire un état de bien-être plus général et qu'on essaye de reproduire à plusieurs reprises dans le temps. C'est-à-dire que c'est une boîte à outils principalement qu'on va donner. C'est pas une psychothérapie à part entière, puisqu'on ne fait pas de psychothérapie avec les gens qu'on emmène sous l'eau. Mais en l'occurrence, on utilise le milieu sous-marin pour potentialiser justement toutes les techniques qui, on sait, fonctionnent déjà en surface. En l'occurrence, la méditation, la sophrologie, la préparation mentale, même la psychologie d'ailleurs en soi. Finalement, vous êtes dans un milieu, on va appeler ça stressant, mais c'est un stress positif quelque part. Et le cerveau a tendance à pas forcément rentrer dans des pensées parasites du type je suis dans le passé ou je suis dans le futur. On est toujours présent à soi, avec en plus l'accompagnement de sa respiration via le détendeur, où au final, le fait de s'entendre respirer et de travailler en apesanteur va justement augmenter les bénéfices, parce qu'on est vraiment dans sa bulle avec soi-même, tout simplement, et on va profiter de ces moments pour justement mettre en place différents exercices pour lesquels on aurait du mal à mettre en place justement une sorte de thérapie en surface. Pour être plus précis, par exemple, sur le stress post-traumatique, principalement chez les militaires, ils ont beaucoup testé la méditation de pleine conscience, mais quelque part, quand vous êtes en hypervigilance, en crise d'angoisse sévère, méditer dans une salle, c'est pas si simple que ça en fait. Donc ça fonctionne, mais c'est compliqué et ça prend du temps. Alors qu'au final, sous l'eau, vous êtes dans une sorte d'état d'hypervigilance, mais c'est une hypervigilance qui est saine. On est centré sur soi, on fait ce qu'on a à faire, et nous on profite finalement de ce temps de présence à soi pour pouvoir justement placer des exercices et qui au fur et à mesure des répétitions vont pouvoir donner des résultats plutôt positifs. Ouais, c'est super intéressant. J'aimerais bien qu'on parle du parcours des patients. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment est-ce que les personnes arrivent vers vous. Parce que j'imagine qu'au début, les personnes qui souffrent de stress post-traumatique, elles font l'objet d'une prise en charge au préalable. Donc comment ça se passe ? Alors le cadre de soins dans le stress post-traumatique, il doit rester quand même très médical à l'origine. C'est-à-dire que quelqu'un qui va pas bien, il va pas déjà démarrer par nous. D'ailleurs, nous, les moniteurs conformes à l'heure actuelle, ils ont vraiment une ligne de conduite, tout simplement. C'est-à-dire que le moniteur de plongée ne va pas se soustraire ni au médecin ni au psychologue. C'est-à-dire que déjà une prise en charge qui est forcément et psychologique et médicale, et en fonction du degré de stress post-traumatique de la personne et de l'état dans lequel la personne se trouve à l'instant T, peut-être à ce moment-là, le psychologue ou les médecins vont nous amener ces personnes-là, mais pas dans le cadre d'un traitement, puisqu'à l'heure actuelle, on ne peut pas se prôner de dire qu'on va guérir les gens. Au contraire, on va plutôt être un complément de ce qui va se passer dans le travail de toute façon que la personne va faire sur le plan médical et sur le plan psychologique. C'est-à-dire on est plutôt une sorte de boîte à outils qui va permettre d'accélérer, on va dire, le retour à la normale. Voilà, c'est ce qu'on essaye de donner principalement aux gens.
Donc maintenant, il existe avec la plongée des contre-indications entre la partie médicamenteuse et la possibilité d'aller sous l'eau. Donc il y a un diagnostic qui est fait initialement par des médecins, des psychiatres principalement. Et avec l'acceptation de ces psychiatres, oui ou non, les personnes vont nous envoyer justement les gens qui peuvent souffrir de stress post-traumatique à des moniteurs qu'on a formés spécifiquement dans ce genre de domaine. C'est-à-dire que c'est pas un moniteur de plongée classique, c'est quelqu'un qui a suivi une formation. Et concernant la durée du protocole, comment ça se passe ? Ça dure combien de temps ? Le protocole, en fait, on va pas parler réellement de temps, on va plutôt parler du nombre de plongées. Nous, le protocole qu'on a, on va dire déposé, parce qu'on peut pas clairement déposer une thérapie sur la base d'un nombre de plongées, mais le protocole qu'on a mis en place va durer 10 plongées, donc ils peuvent être étalés sur une dizaine de jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça va dépendre de la personne aussi. Récemment, on a fini une étude clinique justement sur l'obésité l'année dernière, qui va être publiée prochainement, dans lequel on a réappliqué ce protocole-là, mais sur l'alimentation émotionnelle. Donc on n'était pas dans le cadre de la perte de poids, on était plutôt dans le cadre de la gestion de l'alimentation émotionnelle. Et donc sur cette étude clinique qui a duré presque 5 mois, les gens ont plongé à raison de 2 plongées par semaine. Donc ça a duré quasiment 5 semaines. Donc les gens peuvent tout à fait diviser le nombre de plongées. Et je mets un bémol dessus, c'est pas des plongées de type classique où voilà, vous êtes en pleine mer à 20 mètres de profondeur, c'est excessivement progressif. D'ailleurs, on commence toujours à très très faible profondeur, en piscine fréquemment. Donc au moins les 2-3 premières plongées, on est à très très faible profondeur. Donc on apprend aux gens justement à se maîtriser, à retrouver leurs sensations. Parce que sous l'eau, vous allez avoir justement des effets décuplés, ne serait-ce que par la densité de l'eau. Toutes les sensations sont beaucoup plus facilement interprétées par ce qu'on appelle les capteurs somesthésiques qu'il y a autour de la peau. Et justement, nous, ce qu'on va faire au démarrage, c'est mettre à l'aise les gens pendant 2, 3, 4 plongées en commençant à appliquer ces exercices. Et au fur et à mesure du protocole, souvent, on va un petit peu plus profond parce que les gens prennent confiance et se rendent compte que finalement, ils évoluent assez rapidement. Mais voilà, tout au fur et à mesure de ces 10 plongées, on a on va dire à peu près 60% du temps de ces plongées qui sont accordés au protocole pur. Et après, le reste du temps à de la plongée plutôt dite classique, avec de l'exploration et voilà, dans un état de pleine conscience et en bien-être. Ne serait-ce que pour redonner aux gens confiance en eux et rebooster un peu leur estime d'eux aussi. Dis-moi, j'aimerais bien qu'on parle des études scientifiques que vous avez menées. Est-ce que tu peux nous donner quelques informations ? A priori, il y a une amélioration de l'état psychique des personnes. Combien de temps ça dure, cette amélioration ? Alors ça a été là justement une des premières problématiques qu'on a eues sur la première étude clinique qu'on a fait en 2017. Jusqu'à quasiment 6 mois, on a des effets plus que positifs et après ça a tendance à diminuer. Ce qui est relativement normal. Si vous faites par exemple de la sophrologie, du yoga, de la méditation, si vous répétez fréquemment 1 fois par semaine, les effets vont perdurer, vont continuer à s'appliquer. Puis d'un coup, si la personne arrête complètement, forcément ça va avoir tendance à s'estomper. Mais on s'est rendu compte qu'en refaisant plonger les gens par la suite, ils récupéraient aussi assez rapidement finalement les bénéfices. Maintenant, justement, pour la dernière étude clinique qu'on a menée sur l'obésité, on avait développé un détendeur connecté à un masque de réalité virtuelle où les gens pouvaient continuer dans les mois qui ont suivi finalement des plongées en réalité virtuelle et ce qui nous permettait de voir justement si les bienfaits allaient durer plus longtemps. Et ce qui a été effectivement le cas. Mais encore une fois, l'étude doit être publiée prochainement. Donc, il faut attendre encore quelques mois pour voir cette étude apparaître. C'est hyper intéressant parce qu'on voit que les possibilités, elles sont immenses. Comment tu vois l'avenir de ce protocole ? Alors la bonne nouvelle, c'est que pour l'instant, beaucoup de gens s'y intéressent en dehors de la France. Donc maintenant, ça fait depuis 2019 qu'on forme vraiment les moniteurs avec des équipes aussi de scientifiques. C'est-à-dire que pendant 2 semaines, les gens ont des cours par des médecins, des psychologues, des méditants, des sophrologues, des plongeurs. Et à l'heure actuelle, on en est à peu près à plus de 80 moniteurs formés. Et on en a maintenant au Canada, à Bali, on en a aussi en Australie. Donc le développement, c'est maintenant se faire reconnaître plus sur la partie internationale. Et puis pour nous, continuer justement les études cliniques. Donc là, on en a quand même 2 sur le burn-out. Une autre étude clinique qui justement va pas tarder à sortir sur la partie obésité. Et une qui va démarrer normalement en 2025. Une très très grosse étude sur le burn-out. Mais pour le coup, avec les personnels hospitaliers. Puisqu'on travaille aussi avec Pierre Michelet, qui est le chef des services des urgences de Marseille, la Timone, qui est quand même le plus gros service d'urgence de France quand même. Et donc il fait partie de notre équipe maintenant. Et voilà, on est en train de travailler pour mettre en place cette étude sur le burn-out, principalement sur les milieux de la santé, et voir justement comment on peut faire varier la donne aussi. Parce que ça reste quand même une pathologie du stress, quoi qu'il en soit. Écoute, on te souhaite beaucoup de réussite pour cette étude. Vincent, on a donc vu le témoignage de Fanny qui concerne le stress post-traumatique.
Est-ce que tu peux faire un petit rappel sur ce stress post-traumatique ? Alors, le stress post-traumatique, c'est pas une maladie nouvelle, ça date de très longtemps. Il y a des écrits qui datent de avant Jésus-Christ, même s'ils sont restreints. Avant les années 1800, on a des témoignages sur les guerres napoléoniennes. Même dans Roméo et Juliette, finalement, ils en parlent, sur les cauchemars qui sont nommés dans l'œuvre de Shakespeare. Et en fait, c'est surtout à partir de la guerre de sécession qu'on se rend compte que finalement, les guerres amènent d'autres problèmes que la blessure physique, mais la blessure psychique. Après, forcément, on a toute la problématique des guerres mondiales. Donc, Première Guerre mondiale, où finalement, les dégâts sont quand même relativement sévère. À cette époque-là, ça s'appelait pas le stress post-traumatique, ça s'appelait la neurasthénie de guerre, l'obusite, il y avait plein de noms comme ça assez chantants, si on peut appeler ça comme ça. Et forcément, la Seconde Guerre mondiale va encore plus exploser le phénomène. On va vraiment s'intéresser maintenant à la partie psychologie de l'après-guerre. Mais au final, il faut attendre finalement la guerre du Vietnam pour que vraiment on s'intéresse complètement au stress post-traumatique. Parce que sur à peu près les 3 millions d'Américains qui ont été envoyés là-bas, je crois que c'est à peu près 700 000 qui sont revenus avec des séquelles psychologiques. Donc c'est pas anodin, on est presque à un tiers de dégâts. Avec bien sûr des symptômes relativement sévères. Le stress post-traumatique, on va appeler ça un carré symptomatique, c'est toujours à peu près les 4 mêmes symptômes. Donc un symptôme central qui est ce qu'on appelle la réviviscence, où les gens vont se retrouver projetés finalement dans des scènes traumatiques. Alors le stress post-traumatique, ça peut être vaste, ça peut être un attentat, ça peut être une agression dans la rue, une agression sexuelle, ça peut être témoin d'un accident. Donc dans les symptômes, on a parlé bien sûr de cette partie réviviscence qui est le symptôme central. Ensuite, on va avoir un autre symptôme qu'on appelle l'évitement, où les gens vont avoir tendance à éviter un maximum les situations qui peuvent redéclencher un souvenir du stress. Et puis derrière, on va avoir l'hypervigilance qui est souvent compliquée puisqu'elle va obliger finalement le cerveau à rester hypervigile constamment, donc avec les troubles du sommeil forcément, parce que dormir c'est perdre sa vigilance, donc les gens ne dorment plus. Donc des gros troubles d'insomnie et tout ça, ça amène à des troubles cognitivo-comportementaux où les gens vont rentrer en dépression et trouver des stratégies pas forcément toujours super pour essayer de faire face. Donc l'alcool, la drogue, et ça peut amener sur des dépressions qui amènent au suicide. Donc c'est pas une maladie sympa, mais ce qu'on a vu et ce qu'on étudie, ce qu'on a comme retour depuis qu'on a démarré ces travaux, c'est que généralement, au bout de 2 ans, ça a tendance quand même à s'estomper pour pas mal de gens. Mais malgré tout, le stress post-traumatique peut durer quand même très longtemps. Donc on a une première phase dite de choc émotionnel, quand la personne finalement est témoin de quelque chose ou subit une agression. Donc la phase initiale après le traumatisme, qui va durer en général entre 15 jours et 3 semaines. Au-delà de ça, on rentre dans ce qu'on appelle le stress aigu, qui peut être porté jusqu'à 3 mois. Et après 3 mois, on considère que le stress est chronique. Et là, on peut clairement définir que la personne est en stress post-traumatique. Donc ça reste quelque chose de complexe, et voire même, vous avez aussi des stress post-traumatiques qui sont qui arrivent à distance, tout simplement, et donc qui vont se déclencher plusieurs années après un traumatisme. C'est-à-dire qu'une personne va subir un événement violent, le cerveau va dissocier, donc ranger le souvenir quelque part sans y prêter attention, donc une sorte de micro-perte de mémoire, et puis un jour un autre événement X ou Y va déclencher un nouvel événement traumatique. Ça s'est vu d'ailleurs pendant le Covid, j'en ai eu quelques-uns moi qui sont passés par nous justement et qui ont décompensé finalement pendant le Covid. Donc d'autres traumatismes qui sont ressortis. Donc voilà, donc c'est pas forcément une maladie super sympa, mais depuis uniquement 1992, elle est reconnue dans le manuel des classifications mondiales. 1992, c'est pas si loin que ça au final. Maintenant, on sait que un stress post-traumatique, c'est complexe. Il y a plein de causes diverses, naturelles. Par exemple, le tsunami que vous avez en Asie, ça peut être des causes humaines, soit volontaires, soit non volontaires. Quelqu'un qui va agresser une personne ou carrément être témoin d'un accident. Et ça peut être aussi soit collectif, soit individuel. Ça va dépendre aussi des champs. Mais le stress post-traumatique reste le stress post-traumatique, quoi qu'il en soit. Donc ça veut dire qu'avec tous les dégâts qui vont derrière, et finalement ces 4 symptômes principaux sur lesquels justement on va essayer d'appliquer des choses pendant la phase de plongée. Oui, et d'ailleurs, on a mis en évidence que parfois ça touche même les personnes témoins ou qui ont entendu le récit d'un événement traumatique. Donc ce qui veut dire en fait finalement que ce stress post-traumatique, il est sous-estimé et qu'il y a des gens qui passent entre les mailles du filet, avec toutes les conséquences désastreuses que ça peut avoir. Est-ce que tu peux nous parler de l'évolution du stress post-traumatique ? On en guérit ?
Alors la bonne nouvelle, clairement, c'est que oui, on peut en guérir, parce que depuis nous 2017, on travaille sur le sujet et on voit les gens s'améliorer. La phase initiale est souvent compliquée. Les 2 premières années sont pas forcément les plus simples à gérer, mais c'est ce qu'on essaye de faire finalement dans notre boîte à outils, c'est de donner des capacités de résilience aux gens. Et ces capacités de résilience, ça va être l'outil principal que les personnes vont pouvoir développer pour faire face au stress post-traumatique. Alors la résilience, elle s'acquiert pas comme ça, hein. Elle est reliée à plein de paramètres différents. Déjà la capacité personnelle à faire face à un défi, les soutiens de groupe, familial, divers et nombreux. Donc l'entourage compte quand même pour beaucoup. C'est une espèce de capacité d'analyse et de mieux comprendre ce qui se passe. Et voire même de la psychoéducation, parce que souvent les gens vont plus subir, mais pas forcément essayer de comprendre. Et c'est ce qu'on essaie aussi de rajouter finalement dans ce qu'on fait. Il y a des plongées, mais il y a aussi une part de psychoéducation avec une sorte d'apprentissage théorique sur ce que c'est que le stress. Mais oui, quand les gens travaillent vraiment dessus, non seulement bien souvent ils vont s'en sortir, mais même mieux que ça, puisque c'est des témoignages qu'on a nous souvent. Les gens finissent par dire finalement, je suis content que ça me soit arrivé. Ce qui peut paraître hyper contradictoire initialement, mais c'est quand même quelque chose qu'on entend très souvent et les gens se disent, si c'était à refaire, franchement, pourquoi pas, parce que ça m'a appris tellement de choses sur moi, ça m'a appris à rebondir, à faire face à différentes situations et voire même les gens se disent, maintenant je me sens finalement beaucoup plus fort que ce que j'étais avant, quoi. Oui, mais en fait, c'est que ça se soigne, ça se traite. Et l'un des principaux défis, finalement, c'est de le diagnostiquer. Alors à ce niveau-là, il y a un questionnaire qui est quand même officiel, qu'on appelle le PCL5, qui est un questionnaire où il y a une vingtaine de questions qui vont aller de 1 à 5 points par question, donc ça peut aller jusqu'en gros 80 points, et quand les gens sont aux alentours des 40 points sur ce questionnaire, on peut considérer clairement qu'ils sont en stress post-traumatique. Nous, finalement, c'est le questionnaire officiel qu'on a utilisé sur les études cliniques et qui nous permettent d'avoir des mesures assez fiables. Il y a d'autres questionnaires, bien sûr, mais il y a quand même celui-là principalement, qui permettent déjà de voir à peu près où se situent les gens. Donc même un thérapeute X ou Y, je l'ai déjà utilisé en cabinet de sophrologie, où des fois il y a un doute et on se dit, tiens, réponds à ce questionnaire, et en fonction du score, on peut commencer à dire, il y a peut-être quelque chose derrière, il faut aller creuser, quoi. Ouais, super intéressant. Vincent, donc ce qu'il faut savoir, mais tu le sais probablement, c'est que les médecins, ils sont parfois pris par le temps. Et puis l'accès à la prise en charge en santé mentale n'est pas évident, surtout sur certains secteurs où tu as parfois beaucoup d'attentes. Toi, avec le recul que tu as sur toutes ces prises en charge, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux soignants qui nous écoutent ? Franchement, le conseil pour y être passé, puisque moi-même, j'ai souffert pendant 6 ans d'attaques de panique sévère entre mes 19 et 25 ans, et on est quasiment à 90% à la même chose que ce qui se passe sur un stress post-traumatique, en fait. Et c'est ce qui m'a permis justement de mieux comprendre finalement la pathologie et de mettre en place les choses, parce que c'est compliqué pour les gens de déterminer l'intensité d'une souffrance psychique, parce qu'elle est hyper subtile, elle se voit pas en fait quelque part. Demain, il y a quelqu'un qui arrive avec une fracture ouverte, forcément on va se dire forcément ça fait mal, quoi. Donc effectivement, la douleur que les gens vont subir n'est pas toujours forcément validée initialement, puisque la douleur psychique elle est invisible, alors qu'une douleur physique, en cas de par exemple fracture ouverte, forcément c'est validé, on a mal, on sait très bien ce qu'il en est, mais la douleur psychique, déjà elle est ultra personnelle, c'est-à-dire que ce qui va faire souffrir une personne ne fait pas forcément souffrir d'autres personnes. Vous allez avoir des personnes qui vont tout à fait encaisser un accident de la route grave, même en tant que témoin, et qui ne font pas de stress post-traumatique, et qui vont en faire un parce que ils ont divorcé, ou que parce que leur père est mort, même de mort naturelle. Donc c'est excessivement complexe, et je pense que quelque chose que nous on voit souvent, c'est les gens qui nous disent, on aime bien avoir des gens qui comprennent, qui peuvent se mettre un peu à notre place, et surtout des gens qui sont pas dans le jugement et qui ne vont pas mettre un curseur sur l'événement traumatique. Ça c'est moins grave que ça c'est moins grave que ça. On a tous notre tendon d'Achille, et franchement c'est quelque chose d'hyper important, c'est-à-dire qu'on peut pas juger ce qui va faire bugger une personne. Donc il faut rester humble, et il y a des psychologues et des psychiatres qui sont très bien formés en psychotrauma et qui normalement connaissent bien le sujet et qui peuvent orienter de manière efficace. Vincent, je te remercie 1000 fois pour cette intervention. C'était vraiment très intéressant. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? C'est une très bonne question. Je dirais beaucoup de gens aidés, principalement, parce que c'est quelque chose qui fait vraiment sens pour nous, et on aime faire ça. Et puis surtout, essayer de, on va pas dire dispatcher la bonne parole, mais faire en sorte de dire qu'il existe d'autres méthodes alternatives qui peuvent être une aide complémentaire à un cercle de soins avec les médecins et les personnels de santé, et que faut pas s'en priver lorsque c'est disponible. Ok, merci beaucoup Vincent, on te souhaite le meilleur. Merci. Allez, à bientôt.
Merci d'avoir suivi Parole d'expert. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Patient. Ce podcast vous a été proposé par la plateforme Livy.